on est tous à peu près là. Je suis désolée pour le retard. Il y avait un malentendu avec l'histoire du café. Donc, maintenant, on y est. Donc, je passe la parole à Ed Welch et John Perry. Pour diriger un peu la première session d'aujourd'hui sur les images de la Réunion. Merci. Donc on a à peu près 1h15 avant le déjeuner. Et donc ce que je vais proposer, c'est un peu de continuer le style de discussion, de débat qu'on a eu hier après-midi, c'est-à-dire que je ne vais pas parler trop longtemps pour commencer. Et ensuite, j'espère, je vais ouvrir le débat, le thème, pour qu'on puisse échanger nos idées. Et en fait, plus tard dans la journée, donc à 12h30, on a l'intervention de Jörg qui va nous parler de quelques sujets autour du gouvernance des banlieues et de l'urbanisme. Et ensuite, après, John et moi vont présenter le projet, notre proposition pour l'activité de l'après-midi. Et on avait pensé, en fait, de réduire un peu le temps passé à l'intérieur cet après-midi pour profiter autant que possible du temps passé à l'extérieur. Il est peut-être temps qu'on se retrouve en banlieue, à l'extérieur, et vraiment commencer à profiter de l'endroit et des espaces. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps pour lancer le sujet, mais on a pris comme thématique ce matin cette question des images de la banlieue. On a déjà commencé à parler un peu des images en parlant des espaces, et en pensant aux espaces et à la façon dont on peut commencer à comprendre l'espace, on commence à penser tout de suite aux images. Et on a déjà parlé de la façon dont circulent les images de la banlieue, mais aussi la question de qui est responsable pour créer ces images et pour les faire circuler. Et j'ai commencé à mettre ensemble quelques images que j'avais, c'est en quelque sorte des images trouvées que j'avais sur mon ordinateur de la banlieue, juste pour commencer à nous faire penser aux images qu'on voit et qu'on a l'habitude de voir de la banlieue. Alors les trois premières images que je vous présente sont peut-être, les deux en particulier en bas, sont peut-être des images typiques d'une certaine image de la banlieue, c'est-à-dire d'un espace un peu aliéné et aliénante parce qu'aliéné, etc. Et donc des façons de voir les immeubles, les bâtiments, les environnements de la banlieue. Et l'importance de penser ces images et de penser à ce que font ces images en établissant une certaine manière de voir la banlieue. Et j'étais assez intéressé de penser au travail que va faire ce réseau, parce que je crois qu'il y a deux types de travail à faire lorsqu'on commence à parler de penser aux images de la banlieue. Le premier travail, c'est une espèce d'analyse, analyse critique, travail de déchiffrement, d'interprétation des images qui sont en train de circuler de la banlieue. Et Jean-Michel nous a parlé hier de la façon dont on trouve les représentations de la banlieue, surtout dans les médias. Et ce que les médias veulent voir de la banlieue et montrer de la banlieue. Donc il y a certainement un travail critique à faire là-dessus. Mais en même temps, et ce qui est intéressant pour ce réseau, c'est l'idée qu'on a parmi nous des créateurs d'images, c'est-à-dire des gens qui eux aussi travaillent sur la banlieue, mais avec le but de la faire montrer peut-être autrement. Et donc là aussi, on a un travail à faire qui est un travail d'intervention dans la manière à voir les banlieues. Et peut-être cet après-midi, on peut aussi travailler sur ce sujet.
les façons dont on peut montrer la banlieue et comment on peut intervenir dans cette économie visuelle de la banlieue. Et c'est un peu lié à d'autres images que j'avais sur mon ordinateur comme ça. D'autres façons dont on peut visionner la banlieue et dont on peut intervenir dans cet espace. Je vais en 2 minutes, juste pour expliquer 2 des images en particulier. L'image en haut à droite, vous reconnaissez sans doute l'image, enfin, l'espace représenté, c'est l'espace de Saint-Denis. La Tour Kiel, le Stade de France, donc une espace en transformation. Et je voulais mettre cette image côte à côte de l'image à gauche, qui est une image d'archive en fait. Une image que j'ai tirée de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris, qui a sa bibliothèque en fait en plein Paris, dans le 15e arrondissement, à Montparnasse. Et là, c'est une image d'archive avec au fond une belle carte aérienne de la région parisienne. Et devant cette carte, un type qui s'appelle Paul de Louvrier. Et Paul de Louvrier était chargé par le général de Gaulle d'entreprendre l'aménagement de la région de Paris dans les années 60-70. Et pour moi, on a dans cette photo une certaine manière de concevoir l'intervention spatiale, surtout en banlieue, et l'effort de transformation de cet espace par les agences, on pourrait dire les agences gouvernementaux. Et pour moi, c'est une autre façon de concevoir l'espace, de visualiser l'espace et de commencer à intervenir dans cet espace. Là encore, on revient au thème de pouvoir dont nous a parlé hier, en fait. Et dès qu'on parle d'espace, il faut aussi commencer à penser au pouvoir qui se joue dans ces espaces. Pensez aussi au pouvoir qu'on peut détenir en tant qu'habitant, en tant qu'utilisateur de ces espaces, en tant que gens qui les traversent et qui les vivent en fait. Donc, avec ces images que je vous présente et avec les promenades, les marches qu'on va faire tout à l'heure, peut-être qu'on peut garder en tête cette idée des rapports avec l'espace et qui, en fait, où se trouvent ces rapports et qui ont le pouvoir de faire penser, de faire travailler ces rapports. Alors, comme Juliette hier, j'ai pensé que c'est très utile de nous rappeler des questions qu'on a posées pour cette séance de travail. Et en préparant un peu la séance, j'avais identifié 5 questions autour de cette thématique de l'espace. Surtout l'idée qu'il faut penser les images qui circulent de la banlieue, mais aussi penser à la manière dont on peut intervenir visuellement dans cet espace pour créer d'autres manières de voir et de comprendre la banlieue. Donc, je propose qu'on commence à traiter de ces questions ensemble. Et je vous passe la parole pour intervenir, peut-être juste pour réagir à ce que je viens de dire, ou bien pour lancer d'autres thèmes, d'autres pistes de discussion. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cette question d'image, des productions d'images. Une question plutôt concernant cette expression d'économie visuelle. Le terme d'économie, vous le comprenez en quel sens? Vous l'employez pour signaler il y a une offre d'images qui circule sur un marché? C'est un peu dans ce genre-là? Okay. En fait, c'est une bonne... J'allais dire que c'est une bonne métaphore à travailler. Mais d'abord, la question à se poser, c'est que est-ce qu'il s'agit de métaphore? Est-ce qu'on peut penser métaphoriquement d'une économie visuelle, c'est-à-dire, quand tu dis une économie, une façon de faire circuler les images, où effectivement, c'est aussi une vraie économie d'image, une vraie économie visuelle, c'est-à-dire une économie basée,
avec de vrais enjeux économiques, commerciaux et aussi donc politiques et des enjeux de pouvoir aussi. Mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée d'économie visuelle? Comment est-ce que tu as réagi à cette idée? J'ai deux réactions. Premièrement, un marché d'images, il y a des images qui se vendent, qui sont achetées, qui sont perçues par les personnages, donc dans le sens de l'échange selon certains mécanismes. Donc ce serait ce côté métaphorique là, sur le marché. Puis deuxièmement aussi économique, ça me rappelle aussi efficace. S'il y a un emploi économique de l'image, c'est que, comment dire, peut-être c'est la loi d'offre et de demande. Non, ça c'est plutôt le premier aspect dont je parlais. S'il y a si on fait quelque chose de manière économique, ça veut dire qu'il y a un certain rapport de input et output dans la mesure où il se crée une compréhension. S'il y a une image économique, c'est qu'elle fonctionne de la manière que le récepteur comprend très vite ce qui est montré. Moi aussi, ça rappelle l'économie morale de Johnson, le fait de négocier ses compréhensions. J'aimerais peut-être déjà essayer de lister le genre d'image qu'on peut voir ou pas, mais en tout cas qui existe. D'abord, il y a celle donnée par les décideurs, par une ville qui va communiquer, qui va montrer une image plutôt sympa. C'est de la com. Ensuite, il y a, vous avez sans doute tous vu ça, quand il y a un nouveau projet urbanistique, je ne sais pas quoi, on voit toujours des fausses photos d'architectes avec des gens heureux qui se prennent avec le landau, machin, enfin des vrais gens font des plans, enfin des espèces d'images de synthèse, tout est beau, il y a même des arbres, des fleurs, tout marche. Ça c'est encore de la com, dans un but d'acheter, de vendre des images des quartiers. Ensuite, et là, ce qui m'intéresse, c'est la photo dite de presse ou de reportage ou le regard sur la banlieue. Alors il y a la photo, non, on peut rajouter celle sur le paysage urbain, les artistes qui travaillent là-dessus, qui vont faire du grand format, il n'y a pas d'habitants, il n'y a rien, on fait une série de photos sur, voilà, souvent frontal, machin, truc. Ensuite, il y a la photo de reportage, de documentaire, où là, il y a celle qu'on voit tous, où on a parlé déjà sur un événement dramatique ou pas, mais en tout cas un fait de banlieue, voilà. Et puis après, il y a ceux qui travaillent sur la vie de banlieue. Enfin, et là, c'est ce qu'on disait aussi sur ces choses plus ou moins positives, mais en tout cas de fond, c'est-à-dire où il y a eu du temps de passer, où il y a eu un genre d'enquête, de rencontre avec des associations, avec des gens, avec des habitants de tel quartier, en tout cas un travail de fond, pas simplement vite, il faut être prêt à 13h pour le journal, on va à Saint-Denis faire un direct sur... et donc voilà, déjà je l'arrête là, ça fait un certain nombre de façons de voir, de regarder, de montrer, et pour ceux qui regardent, de prendre cette vue. Pour compléter la liste, je repose un petit article de Barbara sur en fait la production d'images par les habitants du quartier, notamment la vidéo en fait, plus que la photo. Alors effectivement, si vous regardez sur n'importe quel quartier en tapant les mots-clés, on trouve énormément de tourner au ras du sol, tourner souvent depuis des balcons aussi.
beaucoup de scènes avec la police. Il y a beaucoup de scènes de rodéo au sens très large du terme, de performance de principalement. Il y a sans doute d'autres choses. Bon, il y a les blogs aussi, la scène du blog des habitants. Voilà. Après la circulation des images elles-mêmes par MMS, c'est difficile à percevoir. Voilà, du coup, il y a une production autonome d'images qui est nouvelle en fait. Après, je sais pas si elle a été étudiée vraiment, quantifiée, et voilà, parce que ça représente effectivement. Dans quelle mesure elle est vue par d'autres gens que ceux du quartier. Est-ce qu'elle est adressée à eux-mêmes, d'autres gens d'autres quartiers populaires, il y a peu de montage, hein, c'est du brut, c'est des choses très brutes, des captations. Mais là c'est une question à travailler, hein, parce que pour poursuivre un peu la métaphore, on est dans l'économie, une espèce d'économie parallèle d'image. Il y a qui marche. Pas parallèle, c'est-à-dire. Dans le sens où, si on prend l'idée qu'il y a des images qui se vendent. Oui, voilà, un double marché en fait. Voilà. Il y a, il y a à Saint-Denis, par exemple, il y a une association qui s'appelle Rive Nord, qui fait de la vidéo, du film, avec les habitants, pas que justement pour les habitants, normalement pour tout le monde. Et là, c'est leur œil, leur réalité qui est filmée, mis en scène, si parfois une autre association qui s'appelle TAVU, TAVU ici, vous le trouverez sur Internet. Eux font des films, même de la fiction, à partir de réels, quoi. Enfin, des jeunes, avec des moins jeunes, avec la population. Il y a des festivals à Saint-Denis, enfin je parle de Saint-Denis, désolé, un festival de films de banlieue qui existe. On a, c'est un jour, je pense, on a du film de banlieue fait par des gens ou par des professionnels, mais en tout cas sur cette thématique. Et on est loin des grands programmes de 20h30. Il y a des journalistes, des réalisateurs de banlieue, enfin, qui portent un regard sur un film qui s'appelle Derrière le carré. Très connu. Tavernier, Miss Tavernier. C'est au-delà. Au-delà, voilà. Je ne me rappelais plus. Voilà. Tavernier, Miss Tavernier, et c'est notre image de réel, 24 heures sur 24. Elle s'appelle comment l'association? Alors il y a TAVU, TAVU, et l'autre c'est Rive Nord. Il y en a plein, Rive, R-I-V, apostrophe, Nord. Je vous trouverai d'autres. Il y a aussi les engraineurs. Les engraineurs. Les engraineurs, par exemple. Je me demandais si la question d'économie visuelle, un peu comme l'a demandé, c'est un peu, on peut dire peut-être réductionniste, comme ça, parce que comprendre des systèmes visuels, comme je m'en vu, ça c'est plus intéressant parce que l'économie, tout le temps, un peu cette idée d'avoir des, comme vous avez clarifié, les efficaces, comme ça. Et c'est presque pensé, c'est pas l'idée de comprendre le système visuel, avoir la possibilité de rapprocher un peu plus ouvert. C'est une très bonne question, en fait. Dans le sens où il y a certainement une espèce de système qu'on peut penser comme une économie. Parce qu'on est là dans une vraie économie, dans le sens où il y a des images qui se vendent,
il y a des images qui sont produites par des professionnels à la télé, mais la communication aussi. Donc, essayer de comprendre cette économie est quand même peut-être intéressant pour savoir les modes de production de connaissances de la banlieue, en quelque sorte. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que prendre un modèle économique peut être réductionniste. Donc il faut aussi trouver d'autres manières de penser ce qui se passe. Et avec d'autres collègues, dans d'autres contextes, mais c'est quand même utile, je crois, on peut penser d'économie visuelle, mais on peut aussi penser d'écologie visuelle. Et je me demande si mettre les deux ensemble, ça commence à faire quelque chose d'intéressant, comme manière de comprendre ce qui se passe. Parce que je suis d'accord avec toi, je crois que l'idée d'économie est très utile, mais en même temps, il faut éviter le réductionnisme. Et puis, ensuite. Dis-moi si je m'égare, mais est-ce qu'on pourrait comprendre aussi l'économie visuelle comme la somme de toutes ces images qu'on a à disposition et qui finalement devient, dont la finalité serait l'image de la banlieue, mais une image qui est mentale et qui construit le mythe de la banlieue. Et en fait, c'est cette somme, c'est la relation de toutes ces images entre elles aussi qui construisent notre perception de la banlieue et qui a des conséquences sur des conséquences plus larges en fait. Est-ce qu'on peut inclure l'importance de... On peut comprendre l'économie visuelle comme l'image mentale. Moi je suis d'accord, je ne sais pas si les autres s'arrêtent. D'accord, on peut remplacer économie par système en fait, c'est ça que tu veux dire aussi, ça marcherait, système visuel de la banlieue. C'est ce que tu veux dire. Non, je comprends pas. Système ou une somme en fait. Donc c'est vraiment l'accumulation, les rapports entre toutes les images qui construisent une image mentale. Mais écologie, ça. Ouais. Donc c'est l'écologie comme mémoire collective, il y a une image collective. Parce qu'en fait, on fait tous partie de l'économie, en quelque sorte. Donc on peut être en dehors de l'économie, mais c'est quand même... Ça fait partie de notre milieu, de notre... sans doute. Et donc, en étant dans une position de consommateur d'images, mais aussi de producteur d'images. L'image là, dans le sens d'image visuelle, mais d'image aussi de mythe, schéma de perception, en quelque sorte. Tout à fait. Oui, je voulais rebondir sur la production d'images, les productions filmiques. On s'est beaucoup intéressé au cinéma d'heure, au cinéma de banlieue, mais il y a aussi un pan du cycle de la production filmique qui concerne le cinéma documentaire, qui a souvent été sous-estimé et qui, à mon avis, contribue à la prolifération des images sur la banlieue, peut-être pas en termes de visibilité, c'est assez réduit, mais en termes de quantité, il y a un foisonnement assez important. Donc ça c'est une première remarque. Et puis la deuxième remarque, je travaille en cultural studies qui consiste à traiter des problèmes de pouvoir, de domination et de résistance. Et j'utilise un sociologue qui s'appelle Stuart Hall, qui a conceptualisé donc la culture en termes de circuit. Et donc ça rejoint ce que disait Lise, c'est tout ça, système, économie, écologie. Donc lui, il utilise le terme de circuit de la culture, qui est non seulement véhiculé par des producteurs, avec les journalistes, avec l'État, mais qui est également à l'autre bout de la chaîne réutilisé, réapproprié, déformé, joué en quelque sorte par des individus médiocres, ordinaires. Là, je renvoie à Michel de Certeau, à toute cette question de tactique, de ruse, ou même à Jacques Rancière, le philosophe de la démocratie, des démocraties. Dans le cadre de la mondialisation, pour essayer de resituer cette économie dans le cadre
et post-colonial. Il y a Aruna Apadura, qui est un anthropologue canadien qui travaille aux États-Unis, qui lui parle de flux et différents flux. Donc je pense que le flux, circuit, ça pourrait nous aider là encore à théoriser sur l'économie et puis le documentaire. Je voulais éventuellement compléter la petite liste à partir de ce qu'on a vu hier soir. En fait, enfin, le débat, moi j'ai pas vu le spectacle, j'ai juste le débat. Et, il y a le responsable de la culture ou de la jeunesse, je sais pas. La jeunesse, on a qui était là. Bah, typiquement, je pense que là on est dans la coproduction d'images jeunes, connotées hip-hop, mais qu'en fait est quand même sacrément coproduite par les collectivités. Moi je vois à Nantes aussi, donc il y a par exemple l'astuce et de ruse, là il y a certainement quelque chose qui est assez fort en fait. Voilà, la collectivité ne produit pas que des images comme public, des images de synthèse, elle aide des jeunes à coproduire de certaines directions. Elle oriente forcément. Ça va dans les deux sens, mais il y a une coproduction qui va réussir c'est intéressant. Hier on a vu des rappeurs, mais avec ce technicien qui était là aussi dans un lieu municipal. Donc c'est une. Voilà. Les Saint-Denis sont tout assez en point par le sur cette accompagnement. Des images aussi. Je pense que ça les aide aussi à construire leur image. C'est un échange obligatoire. Ouais. Enfin, je ne veux pas parler tout de suite de paix sociale, mais on est obligé de passer par ce genre de pont entre les jeunes et la ville, quoi, pour que ça se passe bien. Enfin, voilà. Et cette culture urbaine, elle vient de là, donc on ne peut pas dire vraiment c'est pas comme c'est pas comme ça ailleurs. Donc c'est obligatoire. Communiquer même là-dessus. Voilà, la com, je sais pas si c'est bien. Je me demande qui est le cœur de cette économie du visuel, qui est ce marché des images. Est-ce qu'il est possible que les images de la banlieue peuvent devenir un moyen de l'orientation du public? Un moyen de Manipulation. C'est une question à poser. Parce que ça revient aussi à la question qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on peut faire face à devant cette économie visuelle, et comment est-ce qu'on peut intervenir dans cette économie visuelle, comment est-ce qu'on peut changer les moyens de production en quelque sorte de cette économie. Et peut-être ça c'est une question qu'il faut se poser en tant que chercheur sur la banlieue. Cette idée de coproduction de connaissances, la coproduction est intéressante par rapport à cette idée des images de la banlieue. Avec qui est-ce qu'on produit les images et pour qui est l'audience des images de la banlieue. Peut-être qu'il faut aussi penser à ça. Pour qui sont-elles faites ces images de la banlieue? Les villes sont capables de payer des publi-reportages pour mettre dans ces journaux nationaux, dans la grande presse, de dire tiens, on doit montrer notre image. Alors ça va passer dans le journal comme si c'était un article, alors ça va être écrit en haut publi-reportage ou ça va ressembler au journal, mais ça va être une information de la communication
de la vie de Saint-Denis, de Stan-Hollander. Et si on n'y fait pas attention, là c'est pas un piège, mais c'est une tromperie. C'est très connu dans la com, je crois, d'inclure dans un journal des fausses pages qui ressemblent mais qui ne sont pas. Et les villes le font beaucoup pour défendre ces quartiers. Pourquoi? Pour faire venir peut-être de nouvelles entreprises, pour faire venir de nouveaux habitants. Il y a cette image, elle sert à quelque chose. Pas que dire voilà, c'est beau. Mais il y a aussi du travail. On a besoin d'habitants pour avoir plus de, je sais pas, plus de budget, pour ouvrir une nouvelle école, pour ouvrir autre chose, un spectacle. L'image de l'avant, par exemple, je prends un exemple typique d'une ville comme Saint-Denis, il y a le théâtre de Saint-Denis, le théâtre national de Saint-Denis. Qui fréquente le théâtre de Saint-Denis? Pas les Vénésiens. Il y a 10 ans, les places étaient à 5 francs, enfin 5 euros, pardon. Voire gratuit pour les gens de Saint-Denis. Il n'y avait pas plus de gens de Saint-Denis. L'image, on a dit dans le journal, on mettait un article sur le théâtre de Saint-Denis, lu à Paris par les gens qui lisent le journal. Donc parfois l'image, elle ne sert pas forcément aux gens du quartier, elle sert à l'ailleurs. La bonne et la moins bonne. En fait. Je pense aussi dans l'économie visuelle, il y a les photos, les images qu'on fait, mais les conditions même de prise d'image, elles changent avec les modifications urbanistiques. Et moi je repense à des quartiers nantais d'habitat social, clairement, c'est donc rendre accessibles visuellement les places centrales des quartiers, c'est rendre les quartiers traversants par des lignes de bus. En fait, il y a une ouverture visuelle, une ouverture paysagère du quartier qui, d'emblée, avant même toute photo, a complètement transformé le rapport visuel. Donc l'horizon, le fait même qu'on voit l'intérieur du quartier, alors que souvent les traversées étaient bien faites. Donc on pourrait même penser qu'un certain nombre de destructions sont même essentiellement motivées par l'ouverture visuelle d'une place ou la traversée d'un quartier. On voit sur les exemples de rétroaction en fait, sur Et là, on est dans une autre façon de comprendre cette idée de visuel, la visuelle. Et c'est dans le rapport entre l'individu et les individus et l'espace. Comment est-ce qu'on perçoit l'espace en le traversant ou en y entrant? Et les photos que j'ai choisies là-haut sont surtout des photos aériennes. Ouais, de loin en fait. De loin. Pas dedans. J'arrive pas à voir ce que c'est. À gauche, en fait, ça c'est l'arche de la Défense. Au milieu, c'est Cergy-Pontoise, c'est l'esplanade à Cergy-Pontoise. Ça, j'ai piqué de site web de Cergy-Pontoise. Donc, on a une espèce de rapport il y a un pouvoir qui est exprimé dans cette manière de voir la photo aérienne comme chère. C'est pas que ça. En fait, une photo aérienne, en soi, on a Artus Bertrand, on fait, voilà, on vient sur tout le monde du ciel. C'est pas forcément ça d'ailleurs. Le beauté du monde, ça, je ne vois pas chez Artus Bertrand. C'est pas beau pour lui. Après, c'est pour le monsieur à côté qui conçoit, effectivement, ça c'est le résultat de ce qu'on voit derrière lui là. Peut-être, je sais rien, mais en tout cas, c'est voilà, 30 ans après, ce qu'on avait imaginé, on voit du ciel, mais on ne voit pas la vie là. Enfin, moi, je n'imagine pas ce qui se passe là, au pied de la tour. Peut-être c'est aussi une question importante pour les gens qui habitent ici, parce que des photos comme ça, il semble
exemple, ce sont les photos de politiciens de Paris, de France, qui veulent avoir une ville globale, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça dit pour les gens qui habitent dans le quartier, dans Saint-Denis? Ils n'ont pas cette vue sur le quartier comme ça, ils vivent dans les rues, dans les petits quartiers avec les voisins, comme ça. Mais si on parle de Paris, on a, par exemple, comme urbaniste, on a l'impression de compétition de Grand Paris quelques années avant, où on a produit les images de Paris pour Paris global. Là, Saint-Denis et les banlieues n'existent pas. Parce que ça, c'est pas une impression globale. Ça, c'est une impression problématique ou autre chose comme ça. Mais ça, c'est pour moi une très intéressante question. Comment produire des images compétitives contre cette image qui sont très importantes pour avoir les réseaux, des trucs comme ça, parce que si un quartier comme Saint-Denis ne peut pas produire des images intéressantes, des politiques français ou parisiens ou de France, je pense pas c'est important d'avoir les ressources ici, la monnaie, le budget. Ça c'est une contradiction ou une difficulté de comment développer la qualité dans le quartier et à l'autre côté jouer dans cette jeu abstracte ou politique. Et peut-être c'est aussi un peu un truc français qui aime les projets grands. Mais ça c'est une question, je ne sais pas. Mais Sarkozy et tout comme ça, et aussi Mitterrand, tout le temps il veut les projets grands. Mais pas que lui, en fait, tous. Non, mais même un maire d'une ville veut que son nom rentre dans son histoire de sa ville. Là, le maire qui a, Rawezek, qui n'est plus maire, mais qui est à l'origine du Stade de France, bon, voilà, il est rentré dans l'histoire de Saint-Denis pour des bonnes choses. Grâce à lui, et je ne vends pas plus que ça, ce stade a transformé complètement. Alors il n'est pas tout seul, hein, mais bon voilà. Aujourd'hui on parle du Grand Paris, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire. Le Grand Paris, c'est le grand projet d'englober dans Paris tout ce qu'il y a autour. Faire le Grand Paris, Saint-Denis serait ce sera peut-être le nouveau nom pour la banlieue, le Grand Paris. Alors ça ne marche pas aujourd'hui parce que déjà c'est plus cher et que on parlait de banlieues différentes hier, riches et pauvres, ils ne s'entendent pas ceux-là. Parce que c'est électoraliste. Pourquoi une ville riche se mettrait avec une ville pauvre? Enfin, dans notre tête, oui, l'humain, ça pourrait le faire, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Le grand projet, je ne sais pas, si c'est pour ce grand métro autour, c'est pour si tout le monde doit se... Saint-Denis, ça n'existe plus en fait, presque. Il y a plein de communes, c'est-à-dire que c'est 10 villes qui font une image commune, on vit ensemble, on communique ensemble, etc. C'est une seule ville. C'est des grands projets, je ne sais pas, si on est spécialiste. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas connaître les autres banlieues du monde, enfin de vos banlieues de chez vous. Je ne sais pas si c'est comment on utilise, comment l'image, comment en Angleterre la banlieue est vue, quoi. Enfin, est montrée plutôt. Moi je ne sais pas. Là, j'indiquerai je ne les ai pas vus là, mais je sais qu'il y a eu des programmes récemment pour Council Estates. Je ne sais pas comment dire ça. Une collection de logements sociaux. Des grands ensembles. Des grands ensembles, mais c'est les cités, les uns. les cités, les quartiers HLM. Voilà. Bon,
bon, il y a eu des programmes tournés sur l'ensemble à Blackburn et puis à Lincoln. Et c'était la BBC, j'ai l'impression que la BBC pense qu'il fait quelque chose de libéral et de généreux. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été bien reçu chez les habitants dans les manifestations. Très mal reçu. Et là, c'était lié plutôt à la façon dont on voyait le quartier, en quelque sorte. Est-ce que tu as eu une impression de ce qui ne marchait pas? Est-ce que c'était parce qu'ils n'aimaient pas la façon de faire montrer le quartier? C'était plutôt ça qui... C'est ça, et c'est aussi une conscience des réactions sur l'Internet, etc., sur Facebook, sur Twitter, parmi tout ce qui circule dans le stéréotype, avec les chats, et tout ça. Donc, c'est aussi une conscience que les producteurs du BBC qui viennent, ce sont des gens de Islington qui savent ont des intentions, qui viennent d'une position, d'une situation différente, qui voient les choses. Donc là, on est dans la question qui se pose à ce moment-là, c'est les conditions de production des images et qui est en train de produire les images. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de ce processus qui est intéressant. Quelqu'un arrive avec une certaine manière de voir à la fin. Qu'est-ce qu'il trouve sur place en venant? C'est une question à poser. Et surtout la question de intérieur-extérieur, les images qui viennent de l'extérieur et avec quel but, et les images de l'intérieur qui viennent de la rue, des jeunes qui sont nés là, qui sont vraiment enracinés là, et l'image que eux ils veulent projeter pour les autres à consommer. C'est ça, la différence entre extérieur et intérieur. Il y avait aussi Tower Block of Commons, et là ils mettaient des hommes politiques, des femmes politiques de Westminster qui vivaient dans les conventions d'Alec Tiffany, dans des appartements de Betsy Furniture. Et là, ça mettait vraiment très très clair l'écart. Mais l'image, elle peut être aussi, justement sans image, je veux dire, quand on parle et quand on écoute à la limite un documentaire radio, ça c'est beaucoup plus en radio, des choses comme ça, de qualité, où les gens passent du temps et vivent parce que l'image, ça fait soi-même à travers ce qu'on entend, on s'imagine justement le truc, parfois c'est beaucoup plus réel que de voir ce cliché, voilà, l'image cliché de la banlieue. Si j'entends des habitants, je m'imagine un peu mieux quasiment, vraiment, et vous allez voir Bondy Blog, ceux qui ne connaissent pas Bondy Blog, c'est quand même à la base des journalistes suisses qui se sont installés pendant 1 an, je crois, dans un appartement de Bondy pour travailler la banlieue ce qui est rare, ça se fait pas. Déjà pour des questions, on parlait d'économie, aucune chaîne de télé va payer un journaliste. Alors ils sont capables d'en envoyer un à Jérusalem, à Delhi ou ailleurs, mais en enfermer un pendant 1 an ou plus, un envoyé spécial en Seine-Saint-Denis, ça n'existe pas, quoi. Donc il y a les Suisses qui ont, je ne sais plus quel journal, Genève, le journal de Genève. Et là on est dans une autre approche qui est quasiment révolutionnaire et qui est encore plus révolutionnaire, dure, puisque eux sont partis, mais les gamins de banlieue, qui sont travaillés avec les jeunes, continuent. Et mieux que ça, ces jeunes de banlieue, 2 en tout cas, bossent toutes les semaines sur France Inter pour continuer. Et on les présente comme Bondy Blog, comme des gens toujours là, de ce projet-là. C'est rare, ça donne des idées quelque part ailleurs, mais... Oui, mais j'allais justement faire une remarque qui va dans cette émission, parce qu'il y a
quand même quelques efforts, des initiatives qui viennent de l'extérieur pour créer une image qui soit un peu ancrée à l'intérieur de la ville. Je pense par exemple, j'avais découvert sur le site du Monde, il y a 2 ans je pense, une série de documentation où les journalistes allaient dans les grands ensembles, dans les HLM, pour photographier les familles sur leur canapé, pour raconter les difficultés de leur vie et tout ça. Il y a notamment des initiatives de photographes. Il y a, c'était un nom, je ne connais pas beaucoup de gens dans ce métier, Denis Darzac, qui en réalité, il existe plein d'initiatives. Oui, mais c'est la question de visibilité. Voilà, ouais. Et grâce à ces blogs, et grâce au web documentaire, tous ces trucs, il y a, et encore faut-il s'y intéresser, et déjà qu'il nous arrive devant nos yeux, si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Enfin, sauf si vous cherchez vous, parce que c'est votre boulot, mais sinon, les gens... On pourrait reprendre la question, comment peut-on intervenir en tant que chercheur, par exemple, on peut en parler, on peut travailler là-dessus, on peut faire remarquer ça, on peut quand même un cadre de publication. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on peut considérer une perspective historique des expressions, parce que si on peut consulter les archives à l'INA par Internet, par exemple, il y a des reportages au sujet des banlieues qui remontent aux années 60, par exemple. Et on voit les mêmes questions, mais ce qui est assez frappant, c'est que on voit les journalistes qui posent des questions comme vous vous ennuyez en banlieue, il n'y a rien à faire. Mais on voit que les questions qu'on se pose aujourd'hui sont tout à fait similaires aux questions qu'on posait même il y a 50 ans. C'est vrai qu'il faut absolument regarder ces archives-là sur les premières constructions d'immeubles. Parfois, on a l'impression que rien n'a changé en 50 ans dans la réalité. Juste pour répondre à cette question d'Lina, en fait, Lina vient de lancer un travail gigantesque où ils sont en train de ramasser les documentaires, les images visuelles, les reportages des individus, des régions. Donc ils ont déjà fait un projet en Rennes et le prochain projet ce sera en Martinique, je crois. Et en fait, ils invitent les gens à leur envoyer leur propre reportage, leur propre image. Et il y aura par la suite un tri, ils vont trier ce qu'ils reçoivent. Et ensuite, ils vont mettre en ligne ce qu'ils choisissent comme le plus représentatif. Donc là, il y a une très intéressante évolution, un très intéressant rapport entre ce qui vient d'en bas, si on veut le dire comme ça, vient des individus des quartiers, et ce qui est, disons, trié, choisi par ce que Jean-Michel a nommé le décideur. Alors, ceux qui ont sorti du pouvoir de tri. Et, mais quand même, ça va donner aux chercheurs, ça va donner à tout le monde en fait, une grande repositoire, une super ressource à l'INA de ce qui vient d'en haut, de TF1, des chaînes de télévision, du gouvernement, ce qui est déjà là, et ensuite maintenant ce qui vient des individus. Ça pose aussi la question des moyens de production, et disons depuis 10 ans maintenant, presque tout le monde a les moyens de production, mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'exprimer ou de faire communiquer ces images. Mais c'est juste une question peut-être à poser, mais on voit de plus en plus, si on va suivre un événement, que ce soit par exemple après si on va suivre quoi que ce soit, si par exemple je finis par suivre, si vous vous rappelez
après le marathon à Boston, où il y avait des attentats. Si vous suivez que ce soit sur Le Monde ou sur le Guardian, The Guardian en Angleterre, ils n'envoient plus des envoyés spéciaux, des reporters à ces endroits, mais ils font suivre les comptes des gens qui sont des gens qu'ils connaissent dans les quartiers. Donc c'est vraiment un autre moyen de penser au reportage, de penser aux moyens de production des images. Donc, mais ça pose question si tout le monde n'est pas... On peut tous faire des photos, hein, demain se passe un truc là, ah oui. on fait une photo. D'accord. N'empêche qu'il y a quand même une vérification à faire. Oui. Ce ne sont pas des journalistes. Oui. Alors, évidemment, sur l'attentat, on va le faire, on fait une photo, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il y aura toujours des journalistes pour venir voir, être là, même pour le marathon. Mais il faut quand même faire attention à cette production d'images-là, qui n'est pas plus vraie, peut-être, que celle de TF1 ou du journaliste du Gardien. C'est question d'authenticité. Et je crois qu'en fait, il y a très peu de réflexion, soit dans le monde des journalistes, soit dans le monde scientifique. C'est pas encore réglé, je pense. C'est pas encore... La différence, on pouvait toujours, même avant, on pouvait faire des photos, sauf qu'il y avait un temps entre le moment où on prend la photo et le moment où elle va apparaître. Aujourd'hui, en 10 secondes, ma photo, elle est déjà sur Facebook ou sur n'importe Twitter. J'ai même pas vérifié, personne n'a vérifié que déjà quelqu'un l'a repris sur la banlieue. C'est carrément parfois, en 2005, les émeutiers eux-mêmes, enfin les jeunes qui faisaient des photos qu'on retrouvait partout. Avant les journalistes, eux c'était pour jouer, c'était appris par d'autres. Donc, mais c'est bien, c'est dangereux. Si on va aborder la question de l'économie visuelle ou l'écologie visuelle, il faut vraiment, et si on veut aussi avoir une approche historique, il faut vraiment lier ces questions à la technologie et aux évolutions technologiques, parce que ça change tellement vite que ça pose question. Tout ça. Mais cette question d'authenticité est importante aussi, précisément parce que ça donne l'impression qu'on peut intervenir de façon plus authentique dans le débat, et dans le sens où les images qu'on produit ne sont pas ceux des décideurs. J'aime bien cette opposition entre décideurs et, comment est-ce qu'on peut les appeler, viveurs. Les gens qui sont sur le terrain, qui vivent au jour le jour la vie de la banlieue, en quelque sorte. Donc cette idée d'authenticité, les images d'en bas, si tu veux, je suis d'accord avec toi que ça garde une espèce de connotation d'authenticité, parce que c'est produit par les gens eux-mêmes sur place. Et de plus en plus, en ce moment, on cultive cette idée d'authenticité, de vérité, parce que l'authenticité ça se traduit en vérité en quelque sorte souvent. Une espèce de saut qui se fait entre les deux. Donc je suis d'accord avec toi sur cette idée d'authenticité. Je crois que c'est important à garder en fait. L'idéal, ce serait qu'il y ait un citoyen avec un journaliste pour justement avoir l'équilibre parce que on s'en vient peut-être après, mais c'est compliqué de faire des photos de banlieue ou des films des documentaires. On n'arrive pas comme ça, on en a parlé hier. Si on veut faire un truc positif sur tel ou tel sujet, c'est facile, donc toujours on est un peu, mais ça se fait. Maintenant, aller faire des photos comme ça, des films, c'est un travail énorme, donc c'est de l'argent, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Donc, on fait au plus facile. Enfin, les autres.
Non, non, c'est bon. Il y a plusieurs filtres, je crois, avec les images. Il y a le filtre de la personne qui a pris une photo ou pris le film. Ensuite, il y a le filtre de la rédacteur en chef, ou enfin la personne qui décide telle ou telle photo, ou la personne qui va trier les archives. Ensuite, il y a le filtre de la personne qui reçoit l'image, le consomme. Et donc, il y a plusieurs étapes de différentes lectures d'une image. Donc, il faut... Et il y a des billets à chaque étape. Voilà, donc il faut prendre en compte les différentes étapes, les différentes façons de voir et de filtrer des images et de l'authenticité, de la réalité qui est représentée. Donc, il faut penser ça aussi. C'est vrai que dans des quartiers comme ici, on y rentre comme quand on est en Syrie ou ailleurs, avec quelqu'un qu'on paye. C'est pas... Je sais plus comment ça s'appelle. Un fixeur, voilà. Mais ça se passe comme ça. Donc, souvent, les fixeurs, ce sont les grands frères, ce sont les gens qui ont une espèce d'aura dans ce quartier. Parfois, qui ne sont pas forcément fréquentables. C'est pas forcément des gentils. Ce sont des gens qu'on paye. On ne va pas au franc-moisin sans voir le chef d'un ou d'un autre. Enfin, je ne sais pas si ça me semble réel, mais on n'entre pas, on va voir machin, comme tout le monde. C'est-à-dire que nous on fait comme ça, mais la mairie elle bosse aussi comme ça. Là c'est l'été, il y a 75% des jeunes qui partiront pas en vacances, il faut les occuper. Donc on va créer des trucs. Il y a des mecs qui disent vous voulez la paix sociale cet été, vous nous ouvrez un stade, vous nous faites une sortie à la mer, voilà, et pour les photos, les reportages, voilà, on se fait caillasser. Il y a eu des tournages de films qui ne durent pas plus de 2 jours, parce qu'il faut embaucher des gens quartier, faire bosser machin, il faut faire truc, il faut pas qu'il y ait de flics autour, enfin voilà, parce qu'on rentre dans un univers où c'est gênant parce qu'ils ne vont plus pouvoir travailler pendant un billet, en gros. On ne rentre pas comme ça sans fixeur. Et donc un fixeur c'est déjà un fit. Il n'a pas même montré forcément. Ou alors qui va arranger aussi. Alors, je sais pas, je prends 2 exemples, trafic de drogue, armes. Y a-t-il des armes en banlieue? On peut monter un super documentaire sur un mec qui dit que voilà, ça va faire des armes en banlieue. Et le fixeur il va se faire un plaisir de faire ça. Après ça passe. Et ensuite il y a des gens qui disent la messe c'est faux, le mec c'est pas bon. Donc tout peut être. Et on retient que ce fusil là. On en fait une image aussi des armes en banlieue. Il y a beaucoup de filtres divers et variés, des bons, des moins bons, des utiles, des moins utiles. Et le filtre de la com, c'est blanchi la situation. Mais je voudrais revenir pour conclure en quelque sorte sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, qui était d'introduire cette perspective des gens qui habitent, des gens qui habitent l'espace, ou qui perçoivent l'espace, ou qui vivent l'espace, parce que je crois que c'est important aussi de mettre côte à côte ces deux perspectives. On a la perspective des décideurs, c'est la perspective de la photo aérienne, des hommes politiques, mais on a aussi la perspective des gens qui sont sur le terrain et qui utilisent ces espaces. Et j'avais aussi une citation que j'avais trouvée un peu au hasard en faisant un peu de recherche avant de venir. C'est pas la citation, c'est pas une citation qui s'applique directement à ce que nous faisons ici en tant que chercheurs. Mais ce que j'aimais, c'était cette idée qu'il faut prendre en compte ce que font les images dans un travail sur la banlieue, parce que c'est quand même très très important de comprendre la manière de voir qui se met en place à travers ces images. Et on pense aussi un peu au travail que John va faire cet après-midi
qu'on va faire avec John en allant un peu en ville, il faut penser aussi au-delà des images en quelque sorte, parce que les images, c'est un moyen de voir et de comprendre l'espace et les environnements. Mais j'aimais bien cette citation de l'ethnologue qui, dans un article qui s'appelle Français en images dans l'ethnologie française, parce qu'il nous rappelle aussi que il faut aller au-delà des images parce que c'est une expérience de partage du sensible. Et garder en tête cet aspect du sensible, de comprendre et de travailler sur la banlieue, c'est à la fois d'y aller à travers des images, mais d'y aller aussi à travers d'autres sensations. Donc, les sons, les perceptions, les odeurs, les goûts et des sensations tactiles. Et je crois que c'est important de se rappeler de cette expérience totale de la banlieue, la façon dont on peut vivre la banlieue. Et avec Jean cet après-midi, tout à l'heure, on aura un peu la chance de vivre un peu cet environnement à la fois visuel mais aussi sonore, je crois, en se promenant, en se baladant. Déjà, on l'a fait avec Jean-Michel hier, à travers la banlieue. Donc c'est juste pour garder en tête ces deux perspectives. Une manière de voir qui peut être un peu abstraite de la banlieue, mais il est qu'il faut aussi y aller avec le corps total. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, ou bien si on s'arrête là pour prendre une petite pause avant de... Un tour de table. S'il y a des commentaires à faire après cette citation, ou les commentaires que Là, je trouve qu'on peut rapprocher de l'évolution de la définition du paysage en géographie, en étant plus strictement visuel. C'est toujours entendu par les personnes ordinaires, pour certains géographes. Déjà, il y a Sound Space, il y a tout l'univers sonore, mais il y a l'ensemble en fait des sens qui sont sollicités à un moment donné dans un espace donné, incluant la typologie et les représentations qu'on amène, donc qui sont forcément donc un paysage qui n'est pas objectivable pour tout le monde, mais il est singulier pour chacun d'entre nous. En fait. Voilà, les espaces qui font peur à certaines personnes et pas à d'autres, l'objectivation elle va devoir être faite autrement que par l'individu lui-même. Ouais, je trouve que ça parle du ça. On peut essayer de préciser paysage visuel et sur ce sens précis. Si vous regardez les noms des cités, etc., ce sont des noms de fleurs, de couleurs, de peintres, de musiciens, enfin tout un monde un peu magnifique. Je ne sais pas si c'était paysage trop court. Si, aussi. Alors c'est où ça les cosmonautes. À Saint-Denis, ou la cosmonaute. Ici, les noms de banlieue, c'est... alors ce sont des noms pas inventés pour le coup. La Saussay, Floréal, ce sont les lieux dits d'avant, de l'époque. Si on avait eu le temps, je dois emmener à la Saussay, ou non pas à la Saussay, derrière là-bas. Je vous ai dit, il y a les derniers jardins, la dernière ferme de ce coin, quoi. Avant, c'était ça aussi. Il n'y avait que des champs avant, quoi. Avec des légumes. C'était Saint-Denis, c'est un des jardins potagers de Paris. Il n'y a pas longtemps, aux années 60. Mais bon, voilà, les noms sont restés. Alors les cosmonautes, c'est le côté, je pense que c'est que des cosmonautes russes qui donnent du nom aux rues. C'est la banlieue rouge. On peut s'arrêter. Et puis tout à l'heure, John et moi, ils vont nous allons présenter l'après-midi. On prend une demi-heure pour présenter l'après-midi, la balade qu'on va faire, et puis essayer d'y aller le plus tôt possible.
votre balade, ça sera donc à Saint-Denis ou à Francy? Ben, disons qu'on va commencer la balade à Saint-Denis. Et puis on va continuer sans doute à Drancy. Aujourd'hui. Mais on va commencer, on a trouvé un espace, c'est l'espace devant la gare de Saint-Denis, où on trouve pas mal de ponts et de béton. On avait pensé à se mettre là pour un bout de temps, pour discuter de cet espace, mais pour une espèce d'avant-goût de l'expérience, Johnny a trouvé un pont qui n'est pas loin d'ici en fait, c'est à 5 minutes, how far is it? 5 minutes, 10 minutes à pied d'ici, pour lancer l'expérience en quelque sorte, parce que on va passer un peu de temps sous sol, avec tous les bruits, tous les effets sonores qui sont autour. Yeah. Do you want to say a little bit more? Do you want to say a few words about that? Should we do that later on? Yeah. I thought we'd do that at half one, so we could entrer en jeu. Okay. Donc, ça commencera à Saint-Denis et puis on va peut-être faire un petit tour à Drancy après. Et on verra bien. Ah, c'est plus pour ça. Bon, merci. On va déjeuner d'ici 10 minutes à peu près. Donc, il est temps de faire une petite pause. Sinon, moi, si vous avez 3 minutes, j'ai amené quelques bouquins que je vais laisser à disposition des gens. Qui peuvent intéresser. Alors, ce petit bouquin, c'est un guide. Le titre, c'est Guide indigène de détourisme de Nancy-Saint-Nazaire. Donc, c'est un guide alternatif pour cette question des représentations du territoire. Voilà, ça, c'est un petit truc que j'avais fait. Alors, ça, c'est collectif, c'est anonyme en fait. Enfin, c'est anonyme. Ça, c'est un petit texte sur l'image de la banlieue morphologique que moi j'aime bien. C'est un jardin collectif installé dans des friches agricoles, dans des restes de bocage en fait, entre Ikea, l'autoroute et des choses comme ça. Ça, c'est des petites choses que j'avais fait au Mali, hein, sur le principe, c'est imprimé à Bamako, c'est sur le principe de la deuxième écriture, du deuxième texte en fait, du chercheur. Donc, en gros, c'est tout ce que je ne traitais pas de manière ou d'une autre, beaucoup de collectage, et que j'ai remixé. Ça, c'est un clin d'œil, puisqu'il y a une citation de la haine dedans. C'est sur un journal de quartier. Donc, pour ceux qui se souviennent, il y a une vache dans la haine, en fait. C'était un jeu là-dessus. Ça, c'est juste pour s'amuser. Et ça, je l'ai amené, bon, c'est un peu de la propagande, mais donc c'est sur le projet d'aéroport qui est au nord de Nantes. C'est un conflit environnemental majeur, c'est le nouveau là, des années 2010. Enfin, c'est un vieux projet de nouvel aéroport qui date des années 70, qui a été réactivé puis abandonné à intervalles réguliers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est réactivé en fait vraiment dans une logique métropolitaine d'attractivité comme étant un outil absolument nécessaire à l'attractivité métropolitaine de Nantes. Et pourquoi il devient un conflit assez important, même au niveau national, voire européen. Je crois d'abord parce qu'il est situé en dehors de l'aire métropolitaine, donc il est dans un territoire où les élus locaux n'ont pas vraiment de relation de dépendance ou de suggestion à la métropole. Et puis paradoxalement, comme on est en dehors de la métropole, c'est un pôle qui permet finalement de tenir un discours critique sur la métropole. Donc la frange la plus radicale en fait des opposants, elle a un discours voilà, de déconstruction radicale du projet métropolitain, comme projet capitaliste. C'est-à-dire, bon, rien d'extraordinaire, c'est assez classique aussi. Voilà, donc je mets tout ça, je sais pas, dans la cuisine peut-être, et puis voilà. Donc c'est sur la table là-bas. Ou sur la table, ce sera la projection. C'était